Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un événement survenu le 4 mai 1897. La France est sous le choc, 125 personnes, pour la plupart issues de la haute société, dont la sœur de Sissi, impératrice d'Autriche, viennent de périr dans un effroyable incendie. Fut-il jamais catastrophe plus horrifiante, s'interroge à l'époque le supplément illustré du petit journal. Vous voulez en savoir plus sur le bazar de la charité? Venez avec moi. Nous sommes en plein cœur de la belle époque 1879-1914, alors que la vie mondaine parisienne est à son apogée. C'est à ce moment qu'apparaît la notion de tout Paris. Depuis plus d'un siècle, l'élite urbaine a délaissé la sociabilité de cours d'Ancien Régime pour se retrouver entre soi dans les salons de la capitale. Avec l'instauration de la Troisième République 1870-1940 et l'enrichissement lié à la révolution industrielle, l'ancienne élite aristocratique subit une profonde mutation et se voit envahie par la grande bourgeoisie d'affaires qui s'élève socialement grâce au capital. Cette nouvelle élite composite se retrouve ainsi mêlée dans les soirées mondaines où il est primordial de se montrer, d'être représenté en permanence afin d'acquérir toujours plus de notoriété. On apprend aux jeunes filles à tenir leur rang, à être gentilles et polies. Rappelez-vous les malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur, publié en 1858 et lu par un grand nombre de petites filles de la bourgeoisie. Les mésaventures de Sophie sont dues à son incapacité à se contrôler, son comportement transgressif et sa sauvagerie. Non, le rôle de la femme de l'élite, c'est de suivre la morale chrétienne et d'accomplir son devoir de charité envers les pauvres. En effet, par peur de révolte des classes populaires et face aux troubles occasionnés par les mouvements ouvriers, la haute société tente de maintenir une paix sociale en se distinguant par sa philanthropie. Se développe ainsi une sorte d'hypocrisie de la bienfaisance. Ce jour arrive le 4 mai 1897 et tout le gratin se presse rue Jean Goujon dans la hâte de se rendre au bazar de la charité, présidé cette année par son Altesse royale Sophie Charlotte de Bavière, la duchesse d'Alençon, sœur de l'impératrice Sissi. Les 1200 invités venus verser quelques sous aux nécessiteux paradent en grande pompe. Le 4 mai 1897, vers 4h30, le petit Paul Morand, accompagné de sa grand-mère qui était venue le prendre comme chaque jour à la sortie de l'école, regagne son domicile rue Marignan. Passant la rue Jean Goujon, le futur écrivain est témoin d'un des faits catastrophiques les plus célèbres du siècle, l'incendie du bazar de la charité. Cette institution avait été fondée en 1885 par des membres de la haute société catholique. Le président en était le baron Macquot, le secrétaire le baron Robert Oppenheim, et le comité d'organisation était parallèlement composé de représentants authentiques de l'aristocratie. Chaque année, au printemps, le bazar rassemblait un certain nombre d'œuvres de charité. Petite Sœur de l'Assomption, école libre de la paroisse Saint-Louis en Isle, cercle catholique d'ouvriers, œuvre des enfants et des jeunes filles aveugles de Saint-Paul, etc., lesquelles disposaient chacune d'un comptoir où s'affiraient des dames offrant à la générosité des visiteurs les objets variés que le comité avait réunis. Cette pieuse et charitable manifestation était aussi une des dates les plus importantes du calendrier mondain. Un des lieux de rendez-vous les plus élégants et les plus aristocratiques, dit l'Éclair, ajoutant, sous le couvert de la charité, bien des choses étaient permises, quand toute autre occasion prohibait le code mondain. Moyennant une poignée de louis, la jeune et jolie baronne de Z laissait ses adorateurs déposer sur sa joue un baiser. Cette année-là, le bazar de la charité s'était installé sur un terrain vague de la rue Jean Goujon, sur 80 mètres de long et 20 mètres de large. On avait reconstitué en bois une vieille rue de Paris, dans un décor moyenâgeux, chaque comptoir ayant son enseigne pittoresque, l'écu d'argent, le pélican blanc, le lion d'or. Dans un coin du bazar, une nouveauté dont on attendait un grand succès. Un appareil de cinématographe. On accédait à la salle de projection, un tourniquet moyennant une pièce de 50 centimes. Le tout surmonté d'un vaste vélum qui rendait, en ces journées ensoleillées, la chaleur encore plus étouffante. On comprend que le lieu insolite et élégant, la concentration de tant de jolies filles, et finalement la catastrophe qui s'abat sur ce Moyen-Âge de carton-pâte est inspiré à Paul Morand une de ses nouvelles, Bazar de la Charité, où l'on peut lire la description la plus saisissante du sinistre, au milieu de l'intrigue imaginaire du conte.
Clovis se retourna et vit une flamme se dresser sur l'estrade. Elle s'embrumena autour du cinématographe qui, dans un grésillement instantané, se mit à fondre avec toutes ses pellicules. Cet incendie mémorable ne vaut pas seulement pour son intérêt anecdotique et littéraire. Il s'offre à l'historien, ainsi que d'autres faits divers exemplaires, comme un catalyseur. La réaction qu'il provoque dans la société de l'époque révèle sur celle-ci des réalités profondément brutales, mises à nu. Le journal, et spécialement le quotidien, amplifie la réaction jusqu'au moindre village. Des rumeurs de linotype désormais font un vacarme. Le feu n'est plus circonscrit à un quartier de Paris, c'est tout le pays qui s'embrase. Le journal diffuse les horreurs du charnier, relatant jour après jour les détails les plus intimes et les plus épouvantables. L'effroi, puis la commisération laisse bientôt place aux commentaires discordants. L'union sacrée devant la mort s'abolit. Le conflit des interprétations éclate au-dessus des tombes à peine refermées. L'événement devient une nourriture idéologique. Les sauveteurs ont tiré les baronnes du feu au profit des doctrinaires. L'incendie de la rue Jean Goujon déclenche dans la presse une effervescence qui va durer presque tout au long du mois de mai. Pendant que sur les lieux du sinistre, devenus lieux de pèlerinage, des camelots vendent des complaintes fraîchement imprimées au badaud. L'or affluait au milieu des sourires, de jolis doigts les faisaient ruisseler, quand tout d'un coup, un vibre, un cri de délire. Dans le bazar, le feu vient d'éclater. Cette catastrophe, c'est celle du bazar de la Charité, une structure provisoire qui organise chaque année une immense vente pour les nécessiteux. Cet événement a démarré dans les années 1880. Chaque année, il changeait de lieu. En 1897, on crée une sorte de baraque foraine, rue Jean Goujon, à Paris. Une structure en bois résineux recouverte de toiles bitumées, dont quelque chose de très inflammable. Le soir de l'inauguration, on se presse autour de l'une des grandes attractions du bazar, le cinématographe, célèbre appareil de projection créé par les frères Lumière. Rapidement, le spectacle tourne court. Le projectionniste voulait changer d'ampoule. Il s'est retrouvé dans le noir, dans sa cabine, et inconsciemment, son assistant a craqué une allumette. Sauf que l'appareil fonctionnait à l'éther, qui est très inflammable. Les pellicules, elles aussi inflammables, c'est l'effet d'une bombe. En quelques minutes, le feu se propage et le bazar de la Charité devient le théâtre de scènes atroces. C'est une vision infernale. Les gens sont pris au piège, ils sont dans une baraque en bois qui s'enflamme de tous côtés. Il y a des issues, mais elles sont très vite bloquées. On est pris au piège et on grille vivant. Il faut se le figurer comme une sorte de rôtissoir à grande échelle. Il faut ajouter également la température monte si haut que les graisses se fondent. Les gens sont morts fondus. Bilan définitif, 125 morts, dont 95% de femmes. Leurs vêtements offraient une très grande prise au feu et les empêchaient de courir. Par ailleurs, il est vite apparu que les jeunes hommes qui étaient venus là pour courtiser les princesses se sont vite sauvés et n'ont pas cherché à secourir les dames. Malgré que certains sont mariés, ont laissé leurs femmes brûler vifs. On a même accusé ces messieurs de les avoir tapés avec des cannes et des bouteilles de champagne pour se frayer un chemin. Ainsi on parle de femmes rescapées de l'incendie, mais victimes de la brutalité, de la lâcheté masculine, car des hommes ont frappé pour se faire de la place, ainsi racontent des témoins. Une religieuse raconte, des messieurs m'ont jeté à terre, foulé aux pieds, ils abattaient des dames à coups de poing pour fuir le plus vite possible. C'est une jeune fille qui m'a sauvé. Et l'article de conclure dramatiquement. L'on a trouvé sur le terrain, parmi les pièces à conviction, des dames auxquelles adhèrent par du sang coagulé des cheveux, de longs cheveux de femmes. Cet événement qui a fait voler en éclats les hypocrisies de la belle époque a créé un véritable choc dans un climat où s'affrontait une France catholique et une France libre penseuse. Au-delà des polémiques et du scandale qui vont s'en suivre, le drame a donné un coup d'accélérateur à la médecine légale et à l'ondologie, la reconnaissance des corps par la dentition. C'est également grâce à cet incendie que les frères Lumière ont mis au point le projecteur électrique. Aussitôt la sanction tombe. La presse ridiculise alors ces chevaliers de la pétoche, ces marquis de l'escampette et autres sires de fichetoncan. On raille ces hommes qui ont manqué de sang-froid, sinon de courage, et dont toute l'énergie s'est manifestée pour une fuite dont ils porteront éternellement la honte.
Le nom de ces chevaliers félons circule de bouche en bouche, condamne encore le matin. On lit ainsi dans Le Soleil du 6 mai la liste des ossements retrouvés. 2 fragments de crâne, 2 fragments de côte, 1 fragment d'os long, l'apophyse épineuse de vertèbres, 1 fragment de peau et 3 paquets de cheveux. Le 12, Liberté annonce que le total des objets divers que le tri a fait découvrir se monte à 427. Et plus loin précise que ce matin, 28 tombereaux à un cheval et 31 2 chevaux ont transporté 90 mètres cubes de cendres, poussière et débris à la décharge publique Porte Brandon à Bagnolet. Bilan statique, quasi anodin au regard des descriptions horribles dont le public est abreuvé dans les jours suivant le drame. Il y est question de jeunes filles et de femmes nues, au cou desquelles on aperçoit des médaillons de piété, de cadavres entièrement nus, sauf une bottine et un bracelet. D'abominables mutilations dont on peut à peine supporter la vue, de corps décapités, de crânes scalpés, d'entailles qui se répandent, maintenus par un reste de jupe, de débris incomplets, jambes, mains carbonisées restent informes. On a beau dire que la tête tourne, que le cœur manque, on continue néanmoins la description macabre, allant jusqu'aux détails les plus affreux. Une petite fille, 4 ou 5 ans à peine, montre dans sa nudité sa chair toute rose encore. Ou bien le peigne en écaille de mademoiselle Rosine Morado, porté dans les cheveux, a fondu sous l'action de la chaleur, et fait partie aujourd'hui du cuir chevelu de la malheureuse, dont les souffrances sont épouvantables. Les scènes de reconnaissance des dépouilles sont narrées avec précision. On nous raconte comment les dentistes, appelés à la rescousse, examinent les mâchoires de leurs clientes supposées, comment les chirurgiens cherchent les traces d'opérations les plus intimes, comment les familles se disputent les dépouilles. On se précipite sur les cadavres, on retourne d'une main fiévreuse des lambeaux d'étoffe, on examine des bijoux posés sur les morts. Les mâchoires en étau se refusent à tout examen. Il faut recourir au scalpel. On fend les joues d'une entaille large, les molaires apparaissent et avec elles les plombages révélateurs. Outre la statistique, chaque jour affiné, des chevelures, des tibias et même des kilogrammes d'intestins retrouvés ont surpris de l'étonnement minutie avec laquelle on répertorie les dessous féminins, grâce auxquels on finit par reconnaître les siens. Boutons de jartelle, lambeaux de cache-corset, morceaux de jupons, etc. Comme on l'a vu, l'histoire de cette manifestation mondaine a été marquée par la catastrophe du 4 mai 1897, due à un incendie causé par la combustion des vapeurs de l'éther utilisées pour alimenter la lampe d'un projecteur de cinéma. L'incendie cause la mort de 125 personnes, dont 118 femmes, parmi lesquelles Sophie Charlotte de Bavière, duchesse d'Alençon, sœur de l'impératrice d'Autriche, Sissi. Le peintre et céramiste Camille Moreau-Nélaton et Madame de Valence et ses 2 filles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.